Bonjour à tous. Hello. Bonjour François, bonjour Alia. Du coup, je vous propose qu'on démarre. La salle commence à se remplir, donc les retards d'Ater arriveront au fur et à mesure. Merci à tous de participer à ce webinaire organisé par Sixième Homme, en partenariat avec le collectif de freelance Anabi et la startup Carbonable que François va nous présenter. Donc Ralia et moi, on est de Sixième Homme, donc je vous présenterai ça tout à l'heure. Mais je laisse notre invité François se présenter rapidement et présenter ses activités. Merci Omar. Du coup, moi c'est François. Je suis freelance depuis un peu plus de 4 ans maintenant. J'ai toujours été freelance via le collectif Anabi. Dont j'ai rencontré un des cofondateurs dans une de mes missions auparavant. Et comme le monde est petit, il se trouve qu'un des cofondateurs de Carbonable, la startup dans laquelle je travaille, est aussi passé par Anabi. Donc, c'est ça qui nous a donné les opportunités. Et Carbonable, du coup, on est une plateforme donc orienté sustainability, développement durable, donc qui va permettre de faire à la fois du financement de projets de manière participative pour financer des projets de reforestation ou de régénération de la nature, et tout un tas d'outils de suivi et de dashboarding pour suivre ces investissements et ces compensations carbone vis-à-vis des émissions de son activité. Très bien. Et tu nous diras un peu plus tout à l'heure où se situe le Web3 chez Carbonable et Exactement. comment ça marche. Du coup, je vous présente un peu rapidement Sixième Homme avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, Sixième Homme, on est une plateforme qui accompagne les freelances du monde du conseil à rencontrer du coup des partenaires, trouver des missions, mais aussi collaborer avec d'autres freelances et du coup grandir avec eux. En termes de chiffres, on est à peu près 3000 membres actuellement sur la plateforme, quasiment équivalence entre les hommes et les femmes, on va dire 58% d'hommes et 42% de femmes. On intervient sur des domaines de conseil opérationnel, conseil en digital, en data, en conseil en DSI, stratégie innovation, finance et banque et autres métiers. Ce qu'on va faire principalement, c'est qu'on va accompagner soit des directions systèmes d'information, des digital factory ou des directions marketing à du coup rencontrer les consultants indépendants. Mais on accompagne également beaucoup de cabinets de conseil qui sont à la recherche de consultants freelance à trouver du coup le bon consultant freelance pour la bonne mission dans le collectif Anabi avec lequel on travaille beaucoup pour les accompagner à rencontrer les meilleurs freelances pour accompagner leurs clients. Les types de profils qu'on va rechercher, ça sera surtout des consultants en management, on va dire généralistes, des PMO, chefs de projet, consultants conduite en changement, architectes d'entreprise et des types de missions qu'on va, par exemple, proposer. Chez Total Energy, à travers Anabi, on propose des missions de PMO, de product management, de product owner. Chez Leroy Merlin, on a des missions d'architecte d'entreprise. Chez LVMH, des missions de conduite en changement. Donc, c'est des missions un peu variées qui peuvent intéresser beaucoup des profils de consultants en management généraliste. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour avoir plus d'informations ou à prendre contact avec moi ou avec Ralia si vous avez besoin de plus de précision sur notre fonctionnement. Et on rentre sur le vif du sujet. À toi, François, qu'est-ce que le Web 1, le 2 et le 3 surtout? Ouais, ça marche. Ouais, du coup, on va commencer par juste faire une petite introduction rapide pour donner le cadre. L'idée aujourd'hui, c'est pas que ce soit une formation technique sur la blockchain ou sur ses usages. Ça va vraiment être de parler de manière plus générale des opportunités que ça peut offrir, que ce soit business ou il y a une section, je ne sais pas si vous avez vu sur le placement de sa trésorerie à la fin. N'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau. L'idée, c'est que ce soit le plus interactif possible, que je ne sois pas tout seul à parler et à lire les slides. Donc, n'hésitez pas. Du coup, en guise d'introduction, c'est juste pour placer le cadre. Ce qu'on appelle Web 3, c'est ce qui fait logiquement suite au Web 1 et au Web 2. Donc, le Web 1, c'est, on va dire, ce qui était l'Internet à ses débuts. Donc, en gros, c'est un Internet où on pouvait juste consommer des contenus. En gros, il y a des entreprises qui mettaient à disposition des contenus ou des blogs, et on pouvait juste lire.
Ensuite, avec l'avènement du Web 2, il a commencé à avoir un peu plus de partage. Les gens ont commencé à échanger des informations. C'est là où on a commencé à voir l'émergence notamment de tous les grands réseaux sociaux, des GAFAM, tels qu'on les connaît aujourd'hui. Tout ça, c'est arrivé avec quelque chose qui est devenu, à mon avis, un problème, c'est la gestion des données personnelles, où les gens ne sont plus propriétaires de leurs données. En fait, toutes les données appartiennent aux plateformes auxquelles on les donne. Et c'est là où va intervenir le Web3, donc qui est arrivé, on va dire, suite à l'émergence un peu des technologies blockchain, donc Bitcoin dans un premier temps et plus tard Ethereum, et tous les autres blockchains qui vont permettre de faire de l'applicatif, notamment pour avoir des modèles un peu plus décentralisés, donc là où toutes les données ne vont pas appartenir à une seule et même plateforme, où les algorithmes vont être plutôt open source, parce qu'il faut savoir que n'importe quel smart contract qui est écrit sur la blockchain est disponible et auditable par tout le monde. Donc la plupart des projets sont de toute manière open source. Et surtout, ça va être un Internet plutôt de la propriété, où on va posséder des... alors c'est des assets, j'ai pas toujours les mots en français, je m'excuse par avance, peut-être beaucoup d'anglicismes, mais des assets numériques, et ces assets numériques vont pouvoir représenter soit quelque chose de tangible dans le monde réel, mais ça peut aussi représenter des informations personnelles qu'on va détenir dans un portefeuille électronique, et on va pouvoir choisir de divulguer tout ou partie de ces informations avec un ou plusieurs services, et surtout de révoquer l'usage de ces informations, sans supprimer, par exemple, son compte. Alors qu'aujourd'hui, si on veut, je sais pas, supprimer toutes ces informations d'une grande plateforme, n'importe laquelle, on est obligé de supprimer son compte entièrement. Je sais pas si déjà à ce stade, il y a des questions pour cette petite introduction. J'ai l'impression que tout le monde te suit là. Pas de questions pour l'instant. Allez, eh ben on va enchaîner alors. Si tu peux passer au slide d'après, du coup. Alors, qu'est-ce que ça apporte le Web3? Ça va apporter tout d'abord tout un tas de transformations. Je pense qu'un peu comme dans toutes les évolutions, que ce soit dans l'industrie ou plus traditionnelles, hein, on peut penser, je sais pas, aux voitures ou aux avions, par exemple. Euh, Toutes les premières évolutions ont commencé avec des inventeurs, des constructeurs, les gens qui ont mis la main à la pâte et qui sont venus développer des choses. Pour le Web3, ça va être pareil. C'est un peu comme, on va dire, quand il y a eu le développement d'Internet dans les années 90. Au début, c'est parti des développeurs parce qu'il faut bien des gens qui commencent à construire des choses. Donc pour le Web3, la transformation des métiers est, à mon avis, tout d'abord arrivée par les développeurs avec des nouveaux langages de programmation. Donc je pense que le plus connu aujourd'hui, ça va être Solidity, c'est celui qui est utilisé sur la blockchain Ethereum, qui permet de développer les smart contracts. Il y en a d'autres, hein. J'ai mis Kero en exemple, parce que sur Carbonable, on travaille sur une blockchain qui s'appelle Starknet, qui est ce qu'on appelle un layer 2 sur Ethereum, donc, qui est une autre blockchain, mais qui va utiliser Ethereum comme base pour la couche de sécurité notamment, et donc qui a un langage particulier qui s'appelle Kero, et qui va permettre de faire des choses un peu différentes de ce que fait Solidity. Et il va falloir aussi commencer à se familiariser avec des architectures un peu plus décentralisées. Alors, c'est un peu comme tout, je ne sais pas pour ceux qui sont un peu plus anciens, au début d'Internet, je ne sais pas si vous vous souvenez, les sites étaient quand même pas très ergonomiques, c'était un peu moche. Pour ceux qui suivent un peu le Web3, il y a une vidéo assez connue de quelqu'un qui commande des pizzas avec du Bitcoin au début, avec un écran qui fait... Je pense qu'aujourd'hui, on arrive sur cet écran, personne n'achète quoi que ce soit tellement il fait un peu peur en termes de sécurité. Et c'est là où tous les autres métiers qu'on connaît un peu aujourd'hui, que ce soit product manager, product owner, tous les métiers autour de l'UX, de l'UI, vont commencer à graviter autour pour transformer toutes ces bonnes idées et tous ces protocoles plutôt techniques en des produits un peu plus finis, plus scalables, qui vont être plus accessibles au grand public. Par exemple, aujourd'hui, je pense qu'un des grands problèmes sur tous les usages du Web3, c'est l'utilisation des portefeuilles électroniques. Donc, c'est bien beau de posséder ses affaires, mais aujourd'hui, quand on crée un portefeuille, on va se retrouver à devoir gérer nous-mêmes une suite de mots, 12 mots, 24 mots,
qu'il ne faut absolument pas perdre. Si on les perd, on perd l'accès à son portefeuille et c'est pas comme sur le Web 2, j'ai oublié mon mot de passe, renvoyez-moi un accès. Donc il y a beaucoup d'usages qui vont se débloquer autour de ça pour rendre toute cette partie un peu plus user-friendly et accessible pour que le grand public puisse un peu commencer à utiliser toutes les fonctionnalités qui sont apportées via le Web3 et la blockchain. Et du coup, François, on en est à quel stade en ce moment? Est-ce qu'on a déjà des développeurs qui sont spécialisés en Solidity, en Kero, etc. Ou ça commence à peine à sortir sur le marché? Alors, alors, en Solidity, il y a déjà pas mal de développeurs. Bon, ça reste quand même un langage de niche, hein. On n'est pas sur... il n'y a pas autant de développeurs qui font du Solidity qu'il y en a qui feraient, je sais pas, du JavaScript avec, je sais pas, n'importe quel framework comme React ou Angular ou je sais pas, des langages plutôt back-end comme du Rust. Mais ils commencent à en avoir. Comme j'ai dit au début, comme tous les smart contracts en fait sont open source, ce qui est bien, c'est que c'est assez facile de trouver des ressources gratuites pour se former. Il y a plein de plateformes qui permettent de le faire, en plus des plateformes de formation payantes que vous pouvez déjà connaître, hein. Il y en a plein, mais il y a aussi beaucoup de ressources en ligne. Ce qui est assez sympa, il y a des sites comme NodeGuardians, par exemple, qui font des formations sous forme un peu de jeu. C'est un peu gamifié pour gagner on gagne des niveaux, on gagne des récompenses. Sur Solidity, hein, il y a une plateforme qui est assez marrante qui s'appelle Crypto Zombie. On développe un jeu de zombies qui, au bout d'un moment, va attaquer une autre collection NFT, les CryptoCats. Bon, ça permet d'apprendre un peu en s'amusant, mais du coup, c'est un essor. Kero, c'est vraiment nouveau, c'est un langage qui en plus est en train d'être réécrit, donc c'est un peu plus un langage de niche, mais qui va permettre de faire des choses un peu plus poussées que sur Solidity. En fait, c'est toujours la même chose. Chaque nouveau langage, son but, c'est un peu de venir améliorer ou corriger ce qui n'est pas possible de faire avec le langage d'avant. Ok. Mais du coup, il y a des places à prendre. C'est quand même un secteur en plein essor, en tout cas techniquement. Et du coup, c'est toujours pareil quand on est un peu le premier dedans. Bon, on essuie les plâtres, mais Mais c'est un avantage après. c'est un avantage compétitif après pour se placer, trouver les bons projets, justement pouvoir reconnaître ce qui est un bon projet d'un projet peut-être un peu plus douteux. Ouais. Mais du coup, si, par exemple, sur les autres métiers, si je suis product owner, on va dire classique, hein, sur des projets e-commerce ou des sites un peu Web 2 classiques, est-ce que je peux démarrer une mission Web 3 sans trop de soucis ou faudrait que je fasse une formation avant ou que je me prépare un peu sur les contraintes des projets Web 3? Je pense pas qu'il y ait besoin d'une formation vraiment en tant que telle. Le métier, je pense, du X ou de product manager reste un peu plus transversal. C'est bien de savoir de quoi on parle avec ces développeurs, mais techniquement, en fait, une blockchain, c'est une énorme base de données qui est décentralisée. Quand on travaille sur un projet, le product manager n'a pas besoin vraiment de savoir si son équipe fait des choses, je sais pas, avec MySQL ou avec Oracle. Là, c'est un peu pareil. Alors, il y a quand même besoin d'avoir un petit vernis quand même pour comprendre je pense surtout les limites des outils qu'on utilise, mais ça reste vrai pour n'importe quelle technologie, pour pouvoir, dans le cas d'un product manager, planifier correctement, s'assurer que les fonctionnalités demandées sont techniquement réalisables, parce que, comme je l'ai dit, c'est quand même tout un écosystème qui est en train de se construire, donc là où sur du e-commerce classique, c'est assez facile de trouver plein de librairies ou plein d'outils déjà un peu clés en main, toutes ces choses-là, elles restent à construire sur le Web3. Mais du coup, c'est bien aussi d'avoir déjà un petit vernis d'une autre expérience ou une expertise métier, par exemple. Je sais pas, un product manager qui travaillerait je sais pas, dans la logistique. Il y a beaucoup de sujets Web3 autour de la logistique pour tout ce qui est traçabilité, euh, authenticité des produits, je sais pas, vérifier qu'il n'y a pas de rupture dans la chaîne d'approvisionnement ou de production. Un product manager qui a déjà bossé sur des sujets comme ça dans le Web 2 va pouvoir apporter son expertise
pour aussi s'assurer que la transition vers le Web3 va se passer correctement, je pense. Ok. On a une question de Vincent qui demande si un product manager orienté plus data aurait plus de facilité qu'un product manager plus web, app, etc. Alors, je ne sais pas s'il aura plus de facilité, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est analyse de données de la blockchain, il y a vraiment beaucoup de boulot à faire. Parce que, bon, peut-être qu'on le verra après sur les autres slides, mais on peut amorcer le sujet. Comme j'ai dit, la blockchain, c'est une base de données un peu à ciel ouvert. Tout le monde peut venir voir ce qui se passe. Donc, déjà, il faut savoir ce qu'on cherche, où chercher. Mais après, on peut vite se retrouver avec une quantité de données très importante. Et du coup, je pense que c'est important d'avoir des profils comme ça sur un certain nombre de sujets pour faire de l'analyse de data ou tout ce qui va être audit. Dans le Web3, on parle beaucoup de code is law, puisque en fait, le smart contract, une fois qu'il est déployé, c'est lui qui fait foi, en fait, c'est le code qui s'exécute comme ça. Et du coup, pour comprendre un peu les données qu'il va manipuler, qu'est-ce qu'il fait, c'est important aussi d'avoir un peu plus data pour soit faire de l'analyse, je sais pas, du reporting, des dashboards, soit d'analyse, soit de flux financiers, par exemple. Il y a beaucoup d'applications qui tournent quand même autour de la finance, ou vraiment de l'analyse de data pure sur, je sais pas, l'utilisation de la blockchain en tant que telle, je sais pas, les frais qui sont payés par les utilisateurs, le taux d'encombrement. Enfin, là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup d'usages. Comme je l'ai dit, tous les outils qui paraissent un peu comme acquis dans le développement logiciel Web 2 ou même pas Web, mais un peu plus traditionnel, tout est à construire sur le Web 3. Je sais pas si j'ai répondu à ta question du coup, Vincent. Bon, on va dire que oui, mais il pourra reposer une question si besoin. On va en avance du coup, François. Ouais. Quels avantages pour les freelances? Ouais. Alors, bon, du coup, j'ai mis des avantages un peu génériques. Bien évidemment, c'est pas une vérité absolue, hein. Ça dépend, comme d'habitude, des sociétés qui sont créées, mais c'est des choses plutôt vraies et dans le monde du Web3. Donc du coup, alors surtout pour la partie développement, le télétravail, il y a quand même beaucoup de projets, comme je l'ai dit, qui sont de manière décentralisée, donc il y a pas vraiment il y a pas, même, des fois, il n'y a même pas une société qui est derrière un développement en particulier, donc c'est juste des développeurs qui se mettent en commun et qui travaillent ensemble sur un projet open source. Donc c'est assez facile de pouvoir faire du remote dans ce cas-là. Quand tu dis qu'il n'y a pas de société, la question qui va se poser, c'est comment on se fait payer? Ouais. Alors, pour ça, il y a plusieurs astuces. S'il n'y a pas de société, par exemple, sur Starknet, il y a une société qui s'appelle OnlyDust qui travaille avec la fondation Starkware, qui est la société pour le coup qui développe la blockchain Starknet. Et la fondation, en fait, attribue des fonds en fait, aux développeurs qui viennent aider à développer l'écosystème. Et du coup, donc il y a des comités qui vont attribuer un certain nombre de fonds par mois à certains projets. Et moi, en tant que développeur, je peux venir développer une fonctionnalité ou venir corriger un bug sur un des projets sélectionnés. Et du coup, je vais être rémunéré pour mon travail via OnlyDust avec les fonds de la fondation. Il y a d'autres fondations sur d'autres blockchains, hein. Il y a une fondation sur Polygon aussi, il me semble. Je pense que la blockchain Avalanche doit avoir un peu le même système. Donc pour les développeurs, on peut faire comme ça. Après, bien évidemment que pour qu'un projet se structure et enfin devienne un vrai projet, un vrai produit, commence à avoir besoin de product manager, d'UX, de fonctions de support, j'en sais rien, de copywriter. Souvent, ce qui se passe, c'est que on va dire le POC devient un vrai projet. Il y a souvent une levée de fonds et du coup, ça devient une vraie société avec des moyens pour avoir des employés, employer des freelances, soit sur des missions ponctuelles, soit sur des missions un peu plus longues. Donc ça, c'était plutôt sur la partie télétravail. Comme, on va dire, toutes les nouvelles activités, il y a c'est souvent des communautés très actives, il y a beaucoup d'engouement. Enfin, c'est comme tous les projets, hein, quand ça commence, il y a toujours beaucoup d'engouement. Donc c'est assez facile de trouver des communautés, ça se passe souvent beaucoup sur Discord ou sur Twitter. Faut pas hésiter à être curieux, à contacter
à contacter les gens indirectement pour savoir est-ce qu'ils ont besoin d'aide, est-ce qu'ils recrutent. C'est vraiment un bon point d'entrée. À ton avis, est-ce qu'on manque plus de ressources Web3 ou plus de missions Web3? Quelle est la tendance qui se Alors, actuellement? je pense que c'est un peu une question de cycle. En ce moment, on est plutôt ce qu'on appelle bear market en général et plus particulièrement dans l'univers crypto et Web3. Mais il y a quand même des sociétés qui font des levées de fonds et qui recherchent des profils. Après, je pense que c'est quand même beaucoup plus calme qu'il y a 2 ans, quand on était au pic du bull market, qu'il y avait des projets dans tous les sens, beaucoup de levées de fonds. Donc, ça, c'est des cycles plutôt économiques. Ce qu'il faut, il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur LinkedIn, je pense qu'il faut, c'est les gens que ça intéresse, qui commencent à s'y intéresser, qui commencent à se former, et justement, quand peut-être la période sera plus propice, être prêt, avoir un background, avoir un savoir-faire, et justement prendre la vague quand elle arrive. Mais quand même, en ce moment, il y a quand même des projets qui se font, et il y a beaucoup d'entreprises, en tout cas, qui réfléchissent à quels usages ils pourraient faire du Web3. Donc après, si vous êtes déjà, par exemple, en mission chez un grand compte, je sais pas, je voyais tout à l'heure dans tes slides, il y avait LVMH, il y avait Total, c'est sûr et certain qu'à l'intérieur de ces boîtes, dans leur Digital Factory, ou enfin, je sais pas dans quelle antenne chez eux s'occupe de ça, mais c'est sûr qu'ils réfléchissent à des usages qui vont être de près ou de loin liés au Web3 alors que ça soit juste pour faire de la com avec des NFT, hein, on l'a déjà vu, mais aussi pour vraiment tout ce qui va être transparence, traçabilité, auditabilité. C'est sûr que toutes ces entreprises s'y intéressent. Très bien. Le troisième point que j'avais noté, c'est la possibilité de se faire payer en crypto. Alors c'est vrai que vu de la France, ça paraît un peu peut-être saugrenu parce que je pense qu'on a quand même la chance d'avoir. Enfin, l'euro, c'est quand même une monnaie à peu près stable, comme le dollar, comme on va dire toutes les monnaies avec pas mal de capitalisation. Ceci dit, dans d'autres pays qui vont avoir des monnaies peut-être un peu plus volatiles, où on peut penser à des pays avec beaucoup d'inflation, comme il y a pu avoir, je sais pas, au Liban, en Argentine, ça peut être un avantage en tant que freelance, si on est dans un de ces pays-là, de pouvoir se faire payer dans une autre currency que la monnaie de son pays, justement pour se prémunir un peu de cette inflation en étant payé. Alors, soit dans une crypto qui peut elle aussi être volatile, hein, comme de l'Ether ou du Bitcoin, mais aussi une crypto qui peut être plus stable, hein, ce qu'on va appeler un stablecoin, adossé sur l'euro, sur le dollar, sur la livre sterling. Il y a des stablecoins adossés sur à peu près toutes les monnaies, donc ça peut être vraiment un avantage, on va dire, plutôt si on est... alors ça reste un avantage tout court parce que même si on est dans la zone euro, ça permet de diversifier ses sources de revenus. Et si on est payé en crypto, de le réinvestir directement dans l'univers blockchain sans devoir sortir en euros, payer des frais pour revenir en crypto via des services tiers qui font les transactions. Donc ça peut quand même être un avantage, mais ça l'est un peu plus dans c'est-à-dire les zones qui ont des problèmes avec leur monnaie ou des problèmes d'inflation très très fortes. Bon, le point d'après, j'en ai déjà beaucoup parlé, je pense que je vais passer assez vite, mais en tout cas, sur tous les développements smart contracts directement liés à la blockchain, tous les projets, ou 99% des projets sont open source, donc c'est très facile de venir contribuer, de rentrer dans un projet, alors, peut-être sans être rémunéré, mais c'est quand même une belle porte d'entrée pour se faire un réseau, rentrer en contact avec la communauté, se faire un nom, et des fois, il y a des projets, ça arrive régulièrement. Donc, moi, je vais beaucoup parler de Starknet parce que c'est la blockchain que je connais le mieux, parce que c'est la blockchain sur laquelle on travaille. Mais il y a certains projets open source à la base, qui se transforment en société. Donc du coup, après, dans le but de devenir des sociétés commerciales pour justement se structurer un peu plus et faire en sorte que le projet de départ devienne un vrai produit exploitable et scalable. Et, comme on est sur
on va dire, des nouvelles technologies, bien évidemment, qu'il y a beaucoup de recherche et de développement. Donc, pareil, si vous avez des backgrounds en mathématiques, en cryptographie, ou des backgrounds, si vous êtes chercheur, il y a vraiment aussi beaucoup d'usages à aller chercher, que ce soit en termes de... Ça peut vraiment être tout, ça peut être des protocoles mathématiques pour améliorer les performances, ça peut être pour améliorer la sécurité. Si on est plutôt UX, UI, ça peut être essayer d'aller chercher des nouveaux usages, utiliser la technologie qui est mise à disposition par les développeurs pour aller chercher des usages, simplifier les usages. Par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Cartridge qui a sorti un portefeuille électronique où justement on n'a plus besoin d'avoir sa phrase sa site phrase là, de 24 mots. Ça marche juste avec un email et Web Authentication. Donc il y a vraiment plein de choses à aller chercher dans plein de domaines, même j'ai envie de dire quelqu'un qui n'a pas du tout de background technique, qui va plutôt venir d'une école de commerce. Comme il y a tout à faire, c'est pour le coup, si vous avez une idée business, c'est assez facile d'aller chercher des développeurs pour justement lancer cette idée, et faire des POC et pourquoi pas lancer une société par la suite. Donc il y a vraiment, je pense que tous les profils peuvent bénéficier justement des innovations technologiques qui découlent du Web3. Je ne sais pas s'il y a des questions, je vois qu'il y a des trucs dans le chat, mais il n'y a pas de questions. Et après, bon, alors équipe internationale, bien évidemment, ça dépend un peu des projets. Mais du coup, comme on est sur un univers plutôt décentralisé, et surtout pour les développeurs, quand on travaille sur un projet open source, on peut être amené à collaborer vraiment avec des gens de partout dans le monde. Donc, c'est aussi l'occasion je sais pas, d'élargir un peu ses horizons et de voir un peu d'autres manières de travailler, d'autres manières de penser, et pourquoi pas créer des nouveaux projets, choisir sa blockchain préférée, venir créer un projet dessus. Hein. Sur Carbona, vous êtes sur un schéma similaire d'équipe peut-être plus internationale que d'habitude. Alors, on n'est pas très très international, mais on est un peu partout en France. Typiquement, on n'a pas de bureau, parce qu'on est 3 en région parisienne, mais on a des gens à Grenoble, à Angers, à Nantes. Donc, on travaille beaucoup en remote. Donc, après, c'est là où on remet en pratique tout ce qu'on a appris par avant. Moi, j'ai un background aussi de product owner pendant presque une dizaine d'années. Donc, c'est là où on remet un peu toutes les bonnes pratiques de l'agilité en place. Pour le coup, on est très, très agile manifesto dans le sens où on est people before documentation. Donc, euh, si par exemple vous venez, alors on utilise ZenHub par exemple comme outil, comme on est une équipe plutôt technique. ZenHub, c'est un outil qui va venir se brancher sur GitHub directement et qui va permettre de faire du suivi de projet, un peu comme sur Jira par exemple. Mais comme on est une équipe petite et qu'on avance beaucoup par POC et on fait beaucoup de recherche et développement, en plus de développer notre produit. Si vous venez ouvrir une user story chez nous, c'est pas dans l'état de l'art avec tous les tests d'acceptance. Pour le coup, surtout pour la partie smart contract, on est très code ISLO, le code se suffit à lui-même. De toute manière, une fois qu'il est publié, c'est comme ça et puis il ne bouge plus. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser un peu tous les savoir-faire qu'on a eu auparavant, et puis les différents parcours des gens qui composent l'équipe pour avoir l'équipe la plus complémentaire possible. Très bien. On a une question de Laura qui demande si on a des missions actuellement pour des PMO qui ont fait du Web3. Donc actuellement, non. On en a eu quelques-unes il y a quelques mois avec une startup dans le Web3 qui avait besoin de PO et de PMO. Là, on n'a pas de position ouverte sur du Web3, mais je pense que ça risque de venir assez rapidement. Donc, n'hésite pas à t'inscrire sur la plateforme pour suivre ça en direct. Ok, je te laisse continuer, François. On enchaîne. Pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense que ce qui se passe, c'est comme beaucoup de projets commencent petits en petits groupes. Au début, il n'y a pas vraiment de recrutement. Je pense qu'il faut regarder. Il y a des comptes Twitter notamment qui
qu'on peut suivre qui recense les entreprises qui font des levées de fonds. Et souvent, c'est ces entreprises-là qui vont commencer à se consolider, à avoir une croissance beaucoup plus rapide, à avoir besoin de main-d'œuvre, donc que ce soit en CDI et en freelance pour venir compléter les équipes. Ouais. Donc après, faut pas hésiter à faire de la veille aussi. Et comme j'ai dit, les projets sont très présents je sais pas si on considère Discord comme un réseau social, mais souvent les projets, en tout cas dans le Web3, ont au moins un Discord et un Twitter. C'est assez facile de les contacter. Ouais, pour l'instant, voir un peu ce qui se passe. c'est plus simple de trouver des opportunités à travers des communautés, genre sur Discord ou sur Twitter, que sur les plateformes de freelance, mais je pense que Ouais. ça va bientôt changer, quoi. Ouais, exactement. Je pense que c'est comme tout, c'est le temps que l'écosystème un peu devienne un peu plus mature, qui se consolide et que en fait, on va dire toutes les bonnes pratiques qui sont apparues petit à petit sur le Web 2 vont arriver dans le Web 3. C'est juste que pour l'instant, ça reste quand même un marché de niche un peu petit. Donc effectivement, il y a beaucoup d'engouement et après, faut aller chercher sa place. Hein. Très bien. C'est vrai que je parle beaucoup, il est déjà 12h30. Là, j'ai essayé de recenser tous les domaines un peu qui sont, alors bien évidemment, liste non exhaustive, mais tous les domaines qui sont soit en transformation, soit qui pourraient être impactés par le Web3. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'il y a... je disais, ça reste assez petit, ça reste quelque chose de niche, mais ça touche quand même un peu tous les secteurs de l'industrie. Ça va vraiment... Alors, c'est arrivé beaucoup via la finance, et ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée, avec surtout quand Ethereum est apparu, puisque c'est ce que ça a permis de faire. Et puis, bon, on va pas se le cacher, quand il y a un peu d'argent à gagner, souvent les gens sont un peu motivés. Mais il y a vraiment beaucoup de domaines. Je pense que tout ce qui est gaming va pouvoir pas mal bénéficier de tout ce qui va être Web3, notamment, si je reprends ce que j'ai dit au début, avec le fait de posséder ces assets. Typiquement, je sais pas, je joue à un jeu, en fait, j'ai un personnage, ce personnage, il va avoir, je sais pas, une armure, des armes, une voiture, il va avoir tout un tas d'objets. Et en fait, tous ces objets m'appartiennent pas vraiment. Je peux pas les revendre, enfin, à part dans le jeu, mais ça me rapporte rien. Là, l'idée, c'est que si j'ai un personnage, il va être a priori matérialisé sous forme d'un NFT, par exemple. Et du coup, si à un moment je veux plus jouer, ou que je veux revendre mon personnage, je vais pouvoir le faire de manière sécurisée, sans me faire voler mon compte. Je vais pouvoir revendre une partie des objets que j'aurais trouvés dans le jeu, par exemple. Il y a même toute une économie autour de la location. Par exemple, c'est possible je sais pas, j'ai joué à un jeu, j'ai un personnage qui a atteint un niveau hyper intéressant, qui est stuffé avec vraiment tout ce qu'il faut. Et ben, je peux le louer à des joueurs qui ont envie de jouer juste une fois de temps en temps et qui n'ont pas envie de s'embêter à monter et passer 50 heures à monter des niveaux. Et du coup, moi, je peux être rétribué pour la location de mon personnage, par exemple. Sur tout ce qui est art, bon, on en a beaucoup entendu parler, je pense, avec justement les NFT. Ce qui est hyper important, je pense, c'est la notion d'authenticité, de preuve de possession. Ça pourrait devenir d'autant plus important, par exemple, avec tout ce qui est les IA génératives d'images. Ça pourrait être intéressant, du coup, que des œuvres originales soient liées à des NFT pour pouvoir prouver que c'est justement une œuvre originale et que c'est pas quelque chose qui a été copié ou régénéré par une IA, par exemple. Donc, bon, on n'y est pas encore, mais ça pourrait être un usage très intéressant à l'avenir. L'immobilier, il y a différentes plateformes. Il y a déjà eu en France, à Boulogne-Billancourt, je pense, une vente d'un immeuble qui a été découpé en plein de tokens, enfin plein d'assets numériques pour faire un financement participatif d'un immeuble en entier. Il y a des plateformes comme Realty qui permettent aussi d'acheter des tokens de sociétés qui, elles, détiennent les maisons, les immeubles qui sont en dessous. Et du coup, au lieu d'investir plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros ou de dollars dans un bien, ça permet de commencer à investir avec des sommes beaucoup plus petites, autour de 50 ou 100 euros. La logistique et le luxe, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, ça va être pour tout ce qui va être traçabilité. Sur la blockchain, une fois qu'une information est enregistrée sur la blockchain, on ne peut pas venir la modifier. Elle peut être mise à jour
on va dire dans le bloc suivant, mais on peut retrouver à tel moment un état à un moment ne peut pas être altéré. Donc, pour suivre toute une chaîne logistique de traçabilité, d'authenticité, c'est des technologies qui sont très importantes. J'ai mis le droit parce que du coup, alors pour ceux qui sont déjà un peu dans l'écosystème, vous avez pu vous rendre compte qu'il y a quand même énormément de flou juridique autour de tout, justement, tout ce qui est crypto-monnaie, crypto-asset. Les termes ne sont pas bien définis. Il y a un peu du flou au niveau de la fiscalité aussi, par exemple. Donc, il commence à avoir des cabinets un peu spécialisés. Je pense que KPMG, ils doivent avoir une branche Web3. Il y a des cabinets comme Orwell qui font quasiment que ça, je pense. Donc voilà, de transformation un peu dans tous les métiers qui vont être un peu plus satellites au niveau de la législation et du droit. Et comme j'ai dit tout à l'heure aussi, un gros volet sur tout ce qui est identité numérique et du coup décentralisée. L'idée, c'est que chacun possède ses propres données et qu'une fois qu'elles ont été validées, on puisse les partager et les révoquer à tout instant. Je sais pas, il y a un exemple que j'aime bien pour ceux qui sont déjà allés aux États-Unis. À chaque fois qu'on rentre dans un bar, la seule question qu'on nous pose, c'est est-ce que vous avez plus de 21 ans? Et aujourd'hui, pour répondre à cette question, vous êtes obligé de donner une pièce d'identité. Et sur cette pièce d'identité, il y a votre photo, il y a votre nom, votre prénom, votre lieu de naissance, votre date de naissance. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Alors que la seule information qu'ils demandent, c'est est-ce que vous avez plus de 21 ans? Bah, typiquement, avec un wallet numérique, une fois que j'ai prouvé, une fois via un organisme qui peut le certifier, que j'ai plus de 21 ans, on me pose cette question, je peux juste leur dire oui, j'ai plus de 21 ans. Et eux, du coup, ils ont la preuve que j'ai plus de 21 ans et je ne suis pas obligé de donner tout un tas d'autres informations. Et ça pourrait être vrai dans le domaine médical, par exemple, garder ces informations médicales. Je sais pas, je vais chez un médecin par exemple, je vais chez un dermatologue, il n'a pas besoin de savoir tous les autres examens que j'ai fait sur mon corps, il a juste besoin de savoir, il n'a pas besoin de savoir, par exemple, si je me suis cassé une jambe. Je vais le voir dans un but précis pour un traitement de la peau, a priori. Donc ça permettrait de faire tout ce genre de choses de manière sécurisée et surtout sans intermédiaire pour valider la véracité des informations. Très bien. Alors, la partie la plus intéressante. Ouais, et on voulait finir sur une partie sur les opportunités de placement. Alors je vais le dire tout de suite parce qu'on va pas faire de conseils en investissement. L'idée, c'est pas de vous dire allez mettre votre argent, faites ci, faites ça. Là, c'est vraiment d'expliquer les mécanismes qui sont apparus avec le Web3 qui vont simplifier un peu l'investissement de la trésorerie. Sachant que, comme je l'ai dit avant, c'est quand même un peu flou encore toute la législation autour de ça. Donc, moi, mon conseil quand même, c'est que si vous investissez de l'argent de votre société sur la blockchain via un des mécanismes qu'on va voir là juste après, quand même utiliser un service dédié qui va vous aider à faire votre comptabilité après, notamment pour calculer les plus-values et les moins-values, et être sûr de déclarer correctement aux impôts et pas prendre un contrôle fiscal parce qu'on a mal fait les choses. Donc il y a des services en ligne, je sais pas, j'ai parlé du cabinet Orwell, il y a des services comme Waltio par exemple qui permettent d'analyser toutes les transactions sur la blockchain pour aider à faire sa comptabilité. Donc après, libre à vous de le faire ou de ne pas le faire, mais faites attention quand même. Alors du coup, il y a des mécanismes comme le stacking et les masternodes qui sont intrinsèquement liés à la blockchain. En fait, ça va permettre de placer une partie de sa trésorerie pour venir aider à sécuriser certains protocoles, certaines blockchains. Et le fait de bloquer des tokens dans le protocole, en fait, quand des transactions vont être faites sur la blockchain, les gens qui vont apporter de la liquidité, enfin qui vont bloquer la liquidité dans les stacking ou dans les masternodes vont être récompensés par une partie des frais de transaction. Du coup, ça peut être une manière de générer des revenus passifs avec sa trésorerie. Alors, bien évidemment, en fonction de ce qu'on est, les cryptos sont plus ou moins volatiles. Donc, c'est pas parce qu'on va promettre, par exemple, disons, on promet, je sais pas, 10% de rendement en stacking. Si le token en lui-même perd 50%, au final, on n'a rien gagné. Donc, il faut quand même faire ses recherches avant, bien identifier ce qu'on veut faire. Alors, c'est possible techniquement de le faire par soi-même.
Il y a aussi des plateformes qui permettent de le faire de manière, on parlait un peu du UX tout à l'heure, de le faire de manière beaucoup plus user-friendly. La différence, c'est que du coup, si vous déléguez votre argent à la plateforme et que la plateforme ferme, il y a quand même une forte chance que vous ne récupériez pas votre mise, mais c'est facile à utiliser. A contrario, si vous faites tourner un masternode vous-même, vous maîtrisez tout, donc vous ne pouvez pas perdre votre mise, mais du coup, techniquement, il y a un peu de mise en place quand même. Tout à l'heure, je parlais du gaming. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est par exemple, c'est possible d'investir dans des assets qui ont un peu de la valeur dans certains jeux qui ont la cote, hein, bien évidemment. Et ça reste un investissement et de venir prêter, prêter ses assets ou participer à des tournois dans lesquels il y a des prix à gagner. Il y a une société assez connue en France qui s'appelle Sorar, qui font un peu. Bon, s'ils nous écoutent, j'espère qu'ils vont pas penser de manière péjorative, mais c'est un peu comme des cartes Panini, avec des joueurs de foot qui vont avoir des caractéristiques, des cartes plus ou moins rares en fonction des saisons. Et il y a des cartes dont la rareté et le fait de pouvoir les mettre dans son équipe qui s'échangent à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros. Donc, alors là, ça devient un placement un peu spéculatif, mais voilà, ça peut être une partie, une manière de placer sa trésorerie. Sur l'immobilier, ça va devenir un peu plus classique. Ça serait un peu l'équivalent alors soit d'acheter directement un bien immobilier, soit d'investir dans des parts de SCPI, par exemple, mais via la blockchain. L'intérêt que peut avoir une plateforme comme Realty, c'est que, par exemple, ils versent les loyers toutes les semaines. Donc, en termes d'intérêt composé, c'est assez intéressant d'avoir des loyers toutes les semaines vis-à-vis de les avoir tous les mois, par exemple, ou par rapport, je sais pas, au livret A, encore mieux, tous les ans. On peut investir directement dans des cryptos ou dans des ETF. Là, pour ceux qui ont suivi l'actualité, il y a BlackRock là, qui va normalement lancer un ETF basé sur Bitcoin. Donc là, c'est la manière la plus simple d'investir, mais bien sûr, c'est soumis à la volatilité du marché, hein, comme si vous placiez la trésorerie de votre entreprise dans des actions ou dans des ETF qui ne sont pas liés aux cryptos. Et après, dans les mécanismes de DeFi de finances décentralisées, pardon, qui sont assez faciles à utiliser, si on a de la trésorerie d'avance, on peut la placer dans un protocole de ce qu'on appelle de lending. Donc j'ai de la trésorerie dispo et je vais la mettre à disposition des gens qui ont envie d'emprunter. Ils vont emprunter et en échange, ils vont verser des intérêts. Et du coup, je vais pouvoir bénéficier de ces intérêts et les intégrer à la trésorerie de ma boîte. Très bien. Et tous ces mécanismes peuvent être faits en société ou en perso, donc les deux sont faisables Oui, bien sûr. Alors, au moins, ce qui est bien, c'est qu'en perso, la législation est plutôt simple. Tant qu'on reste dans l'univers crypto, il ne se passe rien. L'événement déclencheur de l'impôt, c'est le fait de retransformer de la crypto en monnaie fiat, donc euro, dollar, ou d'acheter un bien ou un service. Et auquel cas, c'est une flat tax de 30% sur la plus-value. Donc ça paraît simple comme ça, mais le problème, c'est comment calculer correctement sa plus-value avec des assets qui sont assez volatiles. Et on a quand même très vite fait de faire beaucoup de transactions. Donc c'est pour ça que je disais, c'est quand même utile de se faire aider d'outils comme Waltio, par exemple. J'ai pas d'affiliation avec eux ou quoi que ce soit. Je balance juste des noms de sociétés que je connais. Et on peut bien évidemment le faire en société. Par exemple, pour tout ce qui va être stacking, masternode, lending, il y a des sociétés françaises comme Meria ou Philmining qui ont ouvert des services dédiés aux entreprises. Par contre, il me semble qu'il y a un minimum, à vérifier, mais il me semble qu'il y a un minimum d'investissement. Parce qu'ils offrent des services un peu plus premium, du coup, pour aider à la gestion. Mais je pense qu'il faut investir il me semble que c'est 50 000 euros, mais je ne suis pas sûr. Alors qu'en tant que particulier, on peut arriver avec 100 euros, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a des services autour des entreprises qui commencent à se créer, et plus la législation sera claire, même si elle devient plus restrictive, ça incitera aussi d'autres entreprises à se créer et à créer des services autour de ça. Je pense qu'aujourd'hui, un des freins qu'il y a, et encore en France, c'est pas le pire, c'est le flou juridique, parce que personne n'a envie de lancer une société qui peut se faire fermer du jour au lendemain parce que
d'un seul coup, il y a une loi qui passe et qui interdit l'activité de l'entreprise. Très bien. Du coup, on a fait le tour de tous les sujets. Est-ce que vous avez des questions avant de libérer tout le monde pour le déjeuner? Est-ce que vous êtes encore là déjà? Bon, la plupart sont toujours là. Il y a Laura. Laura est toujours là. Alors, je sais pas si elle dit oui parce qu'elle a envie d'aller déjeuner ou parce qu'elle a une question. Merci pour les commentaires. Merci Laura et Thibaut pour vos encouragements. Et Toi qui n'es pas dans le web, toi, tu as tout compris? C'était clair? oui, non, c'est la vérité, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup François pour ton intervention, c'était très clair et je pense que tout le monde a beaucoup appris. Pour ceux qui sont intéressés, on va vous laisser le contact de François, son contact LinkedIn, si vous voulez prendre contact avec lui ou échanger avec lui. Je vous le mets dans la conversation. Et sinon, merci à tous. On peut vous libérer pour aller déjeuner. Ouais, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, hein, que ce soit Sixième Homme, Anabi ou moi-même. Alors, vous pouvez prendre contact avec Carbonable aussi, hein, si vous voulez. François, c'est le contact central de tous les sujets. N'hésitez pas, et puis dans l'événement sur LinkedIn, j'étais tagué dedans, donc Oui, si vous le chat, vous pouvez me retrouver aussi. Très bien. Merci à tous. Bon appétit, bonne journée, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances et à bientôt sur Sixième Homme, Anabi et Carbonable. Merci beaucoup. Merci.